Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Marine, tu es élue écologiste à Hénin-Beaumont, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts aussi évidemment des Hauts-de-France, auteur, Comme tu veux. auteur de Nouvelles du Front aux éditions Les Liens qui libèrent. Tu es aussi la porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot. J'avais envie de revenir avec toi sur la présence d'Éric Zemmour hier à Calais. On va aussi parler du discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires européens hier, et notamment la manière dont lui-même a abordé la question migratoire. Mais d'abord, Zemmour, qu'est-ce qu'il est venu faire là à Calais? C'était une provocation? C'est une manière de provoquer? Je crois qu'il était jaloux de ne pas être à Strasbourg, qui était the place to be, mais il fallait être président de la République française ou député européen pour être dans le coin. Donc je pense qu'il a essayé de se faire remarquer en allant à Calais. Je lui ai dit en rigolant, mais en fait c'est assez abject d'aller comme ça, essayer de faire du buzz sur de la misère humaine. Je trouve ça assez détestable. Et puis résultat, évidemment, il y avait des militants que sa présence dérangeait, qui l'attendaient sur place, de manière non violente bien sûr, car ce sont nos méthodes. Et voilà, je pense que c'est un déplacement raté de plus pour Éric Zemmour. La visite a été écourtée effectivement. Comment les habitants des Hauts-de-France vivent cette espèce d'instrumentalisation politique qui se joue justement dans les Hauts-de-France, toi qui vis et élu de la ville d'Hénin-Beaumont qui est dirigée par le Rassemblement national, tu discutes avec les habitants, comment ils voient dans Zemmour et Marine Le Pen, est-ce qu'ils voient en eux d'ailleurs une alternative crédible aux politiques migratoires notamment? Après, moi, je suis élue dans une ville où le Rassemblement national a été réélu avec 75% des voix au premier tour en 2020. Donc, je ne vais pas t'expliquer que personne n'y croit. Mais je pense quand même que même à Hénin-Beaumont, c'est pas sur ces sujets-là que les gens votent Rassemblement national. Pour le coup, chez nous, on avait un maire ex-socialiste corrompu qui a fini en prison avec 18 chefs d'inculpation. Donc, bon, il y avait quand même d'autres sujets. Et puis, Sivriwa, en réalité, dans sa politique à Hénin-Beaumont, il est plutôt dans une politique de genre idéal, de maire de proximité. Là, son slogan en 2020, c'était la ville-jardin. Tu vois, c'était et en 2014, quand il avait été élu, c'était sur des citations de Jean Jaurès en mode je serai plus socialiste que les socialistes, et aujourd'hui les socialistes c'est nous. Donc on voit que il est sur un terrain un peu social et que du coup, comme un caméléon, il va s'adapter un peu à la couleur locale et voilà. Après, il a évidemment le naturel revient au galop et je pense qu'il a aussi des clins d'œil efficaces à faire à sa frange électorale dure. Donc moi, je sais que c'est arrivé, c'était en 2015 où j'avais été aidée à préparer des repas sur le camp à Grande-Sainte et où il avait récupéré des photos, il les avait partagées sur Facebook en disant cette fille est la honte de notre ville, elle n'aide que les étrangers, elle aime la misère que quand elle est exotique et donc en gros, elle aiderait jamais un Français, mais là les Roms, les Afghans, les Irakiens, là, elle est toujours là pour les aider. Et donc, il y avait des trucs comme ça assez durs, parce que moi, du coup, je me prenais une fronde de gens, d'ailleurs, qui n'étaient pas forcément des nains, mais qui étaient les gens qui suivaient Steve Briouat sur Facebook. Donc, évidemment, qu'il instrumentalise quand même ce sujet-là. Moi, je constate qu'en c'était l'hiver 2016 où il y avait eu ce siège très dur à Alep et je travaillais pour Cécile Duflot à l'époque, on était allé jusque Gaziantep, essayer d'attirer l'attention avec le maire d'Alep. Et puis, on avait organisé du coup une collecte de vêtements avec des copains à Hénin-Beaumont en disant bon, on va en prendre plein la figure, mais c'est pas grave. Et en fait, il y avait une grosse solidarité. Et les gens, ils venaient chez moi à la paroisse, ramenaient plein de vêtements. Il y avait trois camions qui étaient partis ensuite de vivres et de vêtements. Et donc, je me dis que tout n'est pas perdu et que sur ces sujets-là, il s'agit juste de tenir bon sur les valeurs et qu'il y a toujours des gens à qui ça parle, qui ne le feraient pas eux-mêmes. Moi, je respecte ça, chacun fait ce qu'il veut, mais qui disent bon bah quand même, ok, c'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent quand même. C'est pas nous, il y a les fous qui sont très énervés, nous on n'en pense rien et en fait c'est bien qu'il y ait des gens qui aident. Et je pense qu'il faut continuer à tenir ça. On va revenir sur les propositions, ce que peut la politique sur la question migratoire et ce que la gauche a proposé, et les écologistes ont proposé aussi sur ces questions-là. Mais toi, en tant qu'élu aussi de terrain, qui va rencontrer les habitants des Hauts-de-France, dont une partie vote effectivement pour l'extrême droite aujourd'hui encore, c'est quoi le climat? C'est très clivé, il y a la possibilité de discuter. Est-ce que les habitants d'Hénin-Beaumont avec lesquels tu sais qu'ils votent pour le Rassemblement national, c'est quoi le climat en fait? Est-ce que ils entendent tes arguments? Est-ce que ce que tu viens de dire justement, ça se discute? Et comment on change finalement pas l'orientation politique, mais comment on convainc justement des gens qui ont été convaincus par une municipalité du Rassemblement national que c'est pas la bonne idée, que c'est pas la bonne solution? Il y a eu un moment très dur du mandat, c'était en 2015 où vous savez, il y avait le Front National avait présenté cette motion ma commune sans migrants. Il avait présenté partout, ils étaient élus dans l'opposition, ils présentaient ça dans les conseils régionaux, départementaux, municipaux, et bien sûr dans les villes et Rennes,
les maires le portaient eux-mêmes. Et c'était un conseil municipal, mais survolté. Au bout de 6 heures de conseil municipal, ils sortent cette motion un peu en surprise. Et là, pareil, j'en avais pris plein la figure. Il y avait quelqu'un dans le public qui criait qu'il fallait un couteau pour me faire taire. C'était un débat complètement hystérisé, où en plus, pour le coup, vous vous retrouvez des fois des repas de famille un peu chauds sur le sujet. Ça arrive à tout le monde. Mais là, c'était une salle où il y avait les 25 élus plus tout le public, et on se dit mais est-ce que c'est moi qui ai un problème dans la vie en fait. C'était vraiment assez spécial à vivre, et avec bien sûr une instrumentalisation très dure du sujet derrière, où même j'avais dit à Bruno Bilde qui est député à Rassemblement National et qui siège aussi à Hénan, et moi j'avais dit mais enfin ces gens ils fuient quand même la guerre, vous pouvez pas parler comme ça n'importe comment. Et il disait mais quand on est un homme et que c'est la guerre, on reste et on se bat. Enfin franchement j'ai entendu des trucs que j'aurais dû écrire les perles de ce conseil qui étaient abjects, mais en réalité voilà, je pense que les habitants ils sont pas dans ce débat politique idéologique non plus dans ce sens-là. Et il y avait eu, quand j'ai sorti les nouvelles du front, là, le livre que j'ai sorti en 2017, il y a l'AFP qui était venu faire un portrait à Hénin et qui forcément était allé dans la rue demander un peu aux gens que je connaissais pas. Et il y a plusieurs personnes qui avaient dit, qui sont citées à la fin dans le portrait, qui disent nous voilà, on n'est pas tout à fait d'accord avec elle, mais on trouve qu'elle est courageuse de défendre ça. Ou on sait que voilà, elle va à Calais. Bon nous on le ferait pas, mais bon c'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent, vous voyez. Enfin, je pense que vraiment quand on tient bon sur les valeurs, il y a des gens qui le respectent. Et que la faute sûrement politique et morale de la gauche, notamment dans le mandat 2012-2017, c'est d'avoir lâché là-dessus. Et quand un Premier ministre comme Manuel Valls va à la radio dire qu'il y a un problème avec les Roms en France, évidemment, tous ceux qui pensaient en disant oui, bon, on peut pas trop penser ça, et puis bon, ils disent si le Premier ministre le dit, en plus il est de gauche, du coup c'est ok, on peut y aller quoi. Et je pense que ça c'est, l'opinion publique c'est quand même une éponge. Et si elle voit que toute la gauche se détourne du sujet, moi par exemple je suis choquée, il y a plein de candidats de gauche à cette présidentielle, on sait qu'en faire. Bon, tout le monde a le droit d'être candidat, moi j'ai pas de problème avec ça, chacun fait ce qu'il veut, on verra où ça nous mène, mais bref. Mais j'en ai entendu qu'un vraiment clair sur ce qui se passe à Calais, et j'en ai vu qu'un se déplacer pour aller rencontrer les humanitaires et les réfugiés là-bas. Donc vous voyez, je pense que Yannick Jadot en l'occurrence. Yannick Jadot en l'occurrence évidemment. Mais je pense qu'il faut être plus clair et plus ferme sur ces sujets et se défendre aussi et surtout sur le terrain des valeurs. Alors il y a le terrain des valeurs, il y a le terrain aussi des politiques qui doivent être conduites. On dit souvent que la gauche tente d'échapper à ce discours sur la question migratoire, sur la question de l'immigration, qu'elle porterait que des discours incantatoires à l'égard des Zemmour, Le Pen et aussi contre la politique migratoire de ce gouvernement, qu'elle n'aurait rien à proposer finalement, ou rien à proposer de crédible en tout cas. Qu'a la gauche justement et les écologistes à proposer justement sur cette question? Déjà, est-ce que la manière dont on aborde le sujet, on parle toujours du problème migratoire, c'est la bonne entrée, c'est la bonne manière d'appréhender le sujet? En fait, il faut toujours réussir à montrer l'humain derrière ces flux et ces crises et ces dangers sécuritaires. Donc je pense que ça c'est une chose qui est extrêmement importante, de raconter le parcours de ces gens et d'humaniser en fait c'est ok, on peut les appeler réfugiés, migrants, par exemple, on dit des réfugiés morts en mer. En fait, c'était surtout des hommes, des femmes, des enfants. Et ça, je pense que chaque humain peut le comprendre. Et moi, je suis assez pour donner l'occasion à tous les Français de se confronter vraiment les yeux dans les yeux à ce sujet-là, non pas pour les mettre en dissonance cognitive ou ça, mais juste pour éclairer cette petite lumière que chacun de nous normalement a au fond de soi, de se dire ok, je les ai vus dans les yeux et en fait ils sont comme moi. À Hénin-Beaumont, et pourtant c'est pas une ville forcément simple pour faire ça, il y avait Claire Auduit, je sais pas si vous la connaissez, ouais, qui est une comédienne qui fait ce qu'on appelle du théâtre de l'extrême, donc sur l'univers concentrationnaire. Enfin, elle fait des choses vraiment très très dures et remarquables. Et donc elle est venue en résidence à Hénin-Beaumont, 6 mois. Par l'agglomération, je vous rassure, la ville d'Hénin n'avait pas forcément invité. Et donc elle fait des résidences dans les lycées, elle se retrouve dans un collège d'Hénin-Beaumont et elle monte cette pièce où elle fait jouer une classe de collège classique et une classe de primo-arrivants ensemble. Et quand elle a dit à la classe classique on va faire une pièce avec des migrants, ils disaient mais elle les fait parler, ils disent mais nous ils vont voler nos affaires, ils ont des maladies, ils sont méchants, et panique dans la classe quoi. Et la séance suivante, elle fait arriver la classe de primo-arrivants et ils jouent ensemble. Alors première activité c'était faire le portrait l'un de l'autre. Et donc ils jouent comme ça et puis ils montent la scène au fur et à mesure. Donc le premier acte c'est sur les préjugés que la classe avait. Le deuxième acte c'est les enfants, donc c'est des gamins de collège quand même, qui racontent leur errance. Alors ça va d'une petite fille d'Angola qui a perdu toute sa famille à quelqu'un qui est venu d'Europe de l'Est avec son camping-car et son hamster. Donc il y avait des histoires très différentes mais très dures et touchantes parce que racontées avec des mots d'enfants. Et le dernier acte c'était les enfants
donc de la classe dite classique, qui reviennent et qui disent leur enseignement. Et moi, je assiste à la restitution devant leurs parents, hein, dont des parents voulaient pas venir, en me disant non mais c'est quoi ce truc, je viens pas. Petite tension quand même autour du projet. Et ce jour-là, alors déjà les parents hyper fiers de leurs enfants qui sont sur scène, qui jouent comme des pros, quoi. Et puis des gamins de troisième qui vous disent mais en fait à la télé on nous ment, nous maintenant c'est nos copains. Et si quelqu'un les embête à la récréation, bah moi je vais les défendre parce que je trouve que c'est inadmissible ce qu'on raconte sur eux alors que les gens ils les connaissent pas. Et puis il y a des politiques qui font ça pour les élections. Et mais ils avaient tout compris. Ils avaient 10 ans. Et je me suis dit mais ces gamins-là, je sais pas ce qu'ils voteront plus tard, ce qu'ils feront de leur vie, ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs, mais en fait ils savent et ils se font un avis sur des gens qu'ils ont vus dans les yeux. Et moi c'est tout ce que je demande aux politiques. Je le disais hier, Emmanuel Macron était devant les parlementaires européens où il a prononcé un discours de 30 minutes sur la présidence française de l'Union européenne. Il a fixé 3 grandes priorités, la démocratie, le progrès et la paix. Il a évoqué la question migratoire, l'accueil plus exactement, dans son volet sécurité, armée, défense. Qu'est-ce que ça dit finalement de son rapport à la question migratoire précisément? De toute façon, on voit bien qu'il y a une compétition entre la droite extrême et l'extrême droite sur le sujet. Il y a même des mercatos, il y a des transferts de gens. Ah, finalement, je suis encore un peu plus à droite. Ah non, je suis encore un peu plus à droite. Puis ça dérive comme ça. Ouais, c'est choquant. C'est choquant pour 2 raisons. La première, c'est que ça oublie l'humain, mais ça, on vient de beaucoup en parler. La deuxième, c'est que la sécurité, c'est pas que la migration par ailleurs. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est que bien sûr que les Français ont dit est-ce que tu préfères vivre en sécurité ou pas? Tout le monde préfère la sécurité, mais pour moi, ma sécurité à moi ne dépend pas que du sujet migratoire. C'est ma sécurité alimentaire, c'est comment vont vieillir les centrales nucléaires françaises, c'est la qualité de l'air que je respire, c'est les pesticides que j'ai dans mon assiette à la fin. Et en fait, on devrait avoir une vision globale des sécurités, poser ce débat globalement, posons-le franchement et totalement. Et puis sur l'attitude d'Emmanuel Macron, moi je n'oublie pas et je ne pardonne pas ce qui se passe à Calais depuis des années. Et alors bon, quand c'était Sarkozy quelque part, voilà. Mais là, on a quand même des gens qui se prétendent comme humanistes, etc. Ce qui se passe à Calais, c'est abject. Et on a quand même des humanitaires qui nous racontent, parce qu'on est allé sur place, moi plusieurs fois, dont la dernière fois avec Yannick Jadot, qui nous racontent qu'ils ont exercé sur plusieurs terrains et parfois des terrains, des pays en guerre, on imagine où c'est très compliqué, et ils disent mais ce qu'on vit à Calais, on ne l'a jamais vécu. Parce que des forces de l'ordre qui confisquent les médicaments, les effets personnels, qui vont mettre des coups de couteau dans des citernes d'eau, parce qu'ils mettent pas de points d'eau, donc nous on ramène avec des jerrycans, des citernes, et ils les lacèrent pour empêcher ce qu'on appelle les points de fixation, ouais. Et y compris des personnes qui sont des survivants de cette traversée qui dure des mois, etc., et qui disent mais le pire endroit c'est Calais, le pire, parce qu'ils disent ailleurs voilà, on est arrêté, on va en prison, au moins on va en avoir à manger, c'est certes pas qualitatif, mais vous voyez, on a des refuges, on a là si on se fait arrêter, ils nous relâchent 30 km plus loin, sous la pluie, dans le froid, c'est quand même... ouais. Tu penses que c'est une position purement électoraliste de la part d'Emmanuel Macron? Parce que tu citais Nicolas Sarkozy, mais moi je me souviens de la séquence de 2016 où Manuel Valls prononce ce discours à Munich pour dire c'est fini, la France n'est plus en capacité d'accueillir des étrangers. Emmanuel Macron, à ce moment-là, prend le contre-pied de Manuel Valls en disant si la France a un devoir d'accueil, de dignité, d'humanité. Et une de ses premières actions quand il est président de la République, Emmanuel Macron, c'est de faire la loi asile-immigration. C'est quoi? C'est donc il a changé d'avis? Est-ce que c'est précisément purement électoraliste? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de lâcheté sur le sujet mais c'est malheureusement pas que sur celui-là. C'est pareil sur le climat, sur les droits des femmes. On voit avec l'élection d'une anti-IVG à la tête du Parlement européen soutenue par tous les partis dont on vient de parler. Donc, je pense qu'il y a des valeurs morales avec lesquelles vraiment il faut pas transiger et on constate que voilà, les gens quand ils voient faire par d'autres, ils disent mais c'est scandaleux, moi j'aurais pas fait comme ça, et quand ils y sont, ils font la même chose. Donc ouais, c'est déplorable. Parce que derrière, il y a des vies humaines en jeu. Hier, Yannick Jadot a interpellé Emmanuel Macron au Parlement européen. Il le regarde droit dans les yeux, il dit « Pourquoi vous décidez chaque jour d'arracher les tentes, d'humilier les migrants et les condamner au désespoir ?» Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui répond sur France Info en lui disant qu'il est choqué qu'il instrumentalise en l'occurrence, que Yannick Jadot instrumentalise le Parlement européen à des fins politiciennes franco-françaises, mais surtout, il lui dit qu'il ne connaît pas le sujet de ce qu'il se passe à Calais notamment. Il justifie les démantèlements des migrants parce qu'on ne laisse pas, dit-il, des gens dans des tentes en hiver à la merci des passeurs. Il reproche à Jadot de vouloir se donner bonne conscience depuis son beau salon parisien et dans son bureau de Bruxelles. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il n'a rien compris parce que déjà il est à Strasbourg, Yannick Jadot. Alors sur le fait déjà que Yannick Jadot ait parlé de ça et que ce serait inadmissible parce que c'est politicien.
Nous, les écolos, on avait dit que cette présidence française de l'Union européenne, on aurait pu la décaler pour qu'elle soit avant la campagne présidentielle, soit après. C'est une fois tous les 14 ans, on aurait pu échanger avec un autre pays. Non, non, non. Évidemment, Emmanuel Macron, il veut se servir de ça électoralement. Il n'est pas candidat, mais il est quand même en campagne et il en fait une tribune. Donc là, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Yannick Jadot, qui est parlementaire européen depuis 2009 et qui, sur ces sujets, est intransigeant depuis le début, lui, il n'a pas le droit d'en parler. Et dès qu'il pose une question au président, qui était quand même là pour ça, c'est un exercice typique, c'est le début de la présidence française, et ben il est là, il répond aux questions. Là, c'est inadmissible. Ensuite, les leçons d'humanité de Gérard Darmanin, je pense qu'elles vont nous affecter assez peu. Mais enfin, on voit quand même ce qui se passe à Calais. On a des personnes qui arrivent jusque-là, et ça fait des mois qu'elles sont en errance souvent, elles veulent pas aller en France. Leur objectif, c'est l'Angleterre, sinon elles ne seraient pas à Calais. Et donc, ce que fait M. Darmanin, c'est qu'il leur propose des logements très très éloignés de la côte, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est passer en Angleterre. Et ce qu'ils nous racontent, ces personnes, puisque notamment j'étais à la veillée quand il y a eu cet affreux naufrage là en novembre, et il y en avait donc des réfugiés qui étaient là à la veillée et qui nous disaient, mais moi, je retente cette nuit. Et on comprend pas au début. Enfin, il y a un truc complètement contre-intuitif. Et en fait, ils disent, mais nous, ici, on meurt un peu chaque jour. Ils le disent comme ça. Ils disent, on meurt un peu chaque jour. Et si on reste ici, c'était en novembre, on ne va pas tenir. On ne va pas tenir. Enfin, Calais, il faut voir quand même. Hein, il y a du vent, il pleut, il fait froid. Et il n'y a pas d'abri, et il n'y a pas d'eau. Et on interdit, y compris humanitaire, de donner plus d'un repas par jour. Enfin, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et donc, on met ces personnes dans la situation de penser que d'aller traverser en canoë-kayak la Manche, c'est ce qui est le plus sûr pour eux. Et donc les mesures qui sont prises en ce moment, c'est d'aller interdire les ventes de canoë-kayak et de bateaux gonflables au Décathlon du coin. Enfin, on en est là. Donc moi, j'ai bien vu à l'époque le jeu de Gérard Darmanin, d'ailleurs, et c'était terrible parce que c'est dans ce moment où il y a ce drame, et donc c'est très dur d'avoir un débat sain sur la question. Mais il disait, mais ces gens-là, ils encouragent les passeurs, ils créent des points de fixation, etc. Mais quand vous discutez avec les personnes qui savent quand même faire leur métier, enfin, on parle du secours catholique, de Médecins du Monde, etc. Ils vous disent, là, l'accident mortel qui était arrivé avant, la fois d'avant, c'était un homme seul sur un bateau pneumatique qui pagayait avec des pelles. Il avait des pelles, et donc les pelles ont crevé le bateau. Bon, et ben c'est pas un passeur. Il est tout seul. Donc vous voyez bien, on peut pas. Évidemment que les passeurs c'est des sales types, et évidemment qu'il faut les combattre, mais c'est une partie du problème. Donc en fait, le sujet, il est celui de cette frontière à Calais, du fait que ces gens de toute façon ils veulent aller en Angleterre et on peut les retarder de 3 jours, 3 semaines, 3 mois, mais ils finiront par tenter la traversée, même à la nage s'il le faut. Donc il est là le vrai sujet. Justement sur cette traversée, sont en jeu et sont en discussion aussi les fameux accords du Touquet. Est-ce que on doit prendre la responsabilité en France d'interdire la traversée de la Manche comme c'est prévu dans le cadre de ces accords du Touquet, ou est-ce qu'au contraire la France devrait ouvrir un corridor et faciliter l'accès des exilés qui souhaitent rejoindre les côtes britanniques? Bah, c'est quand même incroyable cette responsabilité qu'on a accepté de porter. Donc c'est les accords du Touquet de 1999 et dont on plaide évidemment la renégociation la plus rapide possible. Parce que aujourd'hui, les Calaisiens portent seuls cette charge. C'est devenu une ville complètement assiégée. Enfin, moi je sais que les copains écolos qui habitent à Calais, on avait un Christophe Dufy qui était élu municipal pendant quelques années et qui disait, mais moi quand j'étais petit, mon père il m'emmenait sur le port pour voir les bateaux, etc. Moi je peux pas le faire avec mes enfants et je pourrais pas le faire avec mes petits enfants parce que c'est grillagé partout. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce sont des grillages que l'Angleterre, après les Jeux Olympiques de Londres, a offert à la France parce que bon, ils ne servaient plus en disant c'est un cadeau diplomatique, voilà, bon courage. Mais à un moment, il faut rediscuter cet accord du Touquet. Premièrement, si la Grande-Bretagne ne veut pas ne veut pas vous protéger cette frontière, qu'elle le fasse. Mais c'est normalement pas le problème de la France, et ça, je pense qu'il faut en rediscuter. Et puis, pour ce qui est du souci humanitaire, qui est là le souci de la France, puisque les gens sont sur son territoire et que il y a quand même des règles internationales en matière de droits de l'homme, de la femme et des enfants, et que ça, c'est pas une question d'avoir envie ou pas de les respecter, ça s'impose. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui en France. Et se poser nous-mêmes la question de pourquoi justement ces personnes, ces exilés, veulent aller en Angleterre et ne souhaitent pas rester en France. Ça veut dire que la France, a priori, n'est pas suffisamment soit sûre sur le plan des droits, soit attractive sur le plan des droits à travailler, notamment, par exemple. Oui, alors ça, c'est un autre sujet, mais la vérité, c'est que souvent, les personnes qui sont à Calais, qui veulent aller en Angleterre, c'est parce qu'elles connaissent déjà des gens en Angleterre.
Ils ont des familles qui les attendent. Et donc ça, après, c'est l'humain. Et puis, de toute façon, s'ils sont arrivés jusque-là, j'ai envie de dire, c'est pas à nous de décider s'ils avaient envie d'aller en Angleterre, en Allemagne ou en France. C'est encore un autre sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils n'ont pas envie de rester en France. Ouais. Certains proposent d'en finir avec les accords de Dublin, ces fameux accords qui prévoient de laisser les pays par lesquels les personnes sont arrivées de gérer leur sort et de soumettre. Et d'autres, plutôt que de se fier à ces accords de Dublin, d'autres proposent justement de mettre en place des quotas d'accueil par pays membre de l'Union européenne. C'est quoi la bonne idée en fait? Nous, on propose les deux. Nous, on veut à la fois discuter entre pays européens d'une répartition juste, et ça, il suffit de se mettre autour de la table et que chacun prenne sa part. La deuxième chose, c'est que cette histoire des Dublinés, etc., on voit bien que ça fait peser une charge lourde aussi sur les pays qui sont les pays frontaliers de l'Europe. Ils sont pas nombreux, c'est la Grèce, c'est l'Espagne. Qui sont pas nombreux et qui sont pas les pays les plus armés armé est un très mauvais choix de mots, mais vous voyez, c'est des pays pour qui la vie est quand même compliquée en plus, donc ça pose d'autres sujets. Donc Dublin révisé mais même plus que ça, il faut aussi revoir ces accords avec les pays frontaliers de l'Union européenne, à qui aujourd'hui on sous-traite quasiment toute une partie de la politique migratoire et notamment de la politique de la sécurité des frontières, la Libye, la Turquie, et ce qui pose là aussi d'autres sujets, y compris en matière de droits de l'homme. J'ai une dernière question pour toi, Marine. Quand on regarde les études, celles des géographes, des historiens, des spécialistes des migrations, on est loin, bien loin de la submersion migratoire qui avait été évoquée par Gérard Collomb. Les migrations se font essentiellement du sud vers le sud. Vers le nord, elles sont assez marginales finalement. Mais il y a une bonne nouvelle quand même que vous défendez et que vous portez depuis longtemps chez les écologistes. C'est quand même la question climatique, le réchauffement climatique, le changement climatique qui va provoquer sans doute des mouvements de population significatifs dans le siècle à venir. Comment on aborde cette possibilité de migration de plus en plus importante ? C'est un sujet sur lequel on essaye d'alerter. Mais c'est la même chose sur le Covid, hein. C'est que les gens, alors ils sont là en France, mes masques, mes tests, mes autotests, mes masques, mon gel, mon passe vaccinal, etc. Sauf qu'en fait, tous les variants, c'est pas des variants qui arrivent, enfin qui naissent en France. Ils naissent dans d'autres pays où l'accès à la vaccination, il est quasiment inexistant. Donc, si vous luttez pas pour la levée des brevets et pour un accès égal sur la planète à la vaccination, vous n'empêchez pas ces variants. Et demain, le fait qu'on soit en branle-bas de combat en France pour lutter contre eux. Sur le sujet migratoire, c'est pareil. C'est-à-dire tant qu'on n'aura que les lunettes rivées sur Calais et pas sur la géopolitique mondiale et pas notamment sur cette lutte contre les écocides, parce qu'il y a le climat, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a entre la déforestation, la pollution de l'air, des sols, de l'eau. Il y a des endroits de la planète qui vont devenir plus habitable et pas forcément que dans le sud d'ailleurs. Enfin, quand on voit le trait de côte en France, y compris à Dunkerque, etc., il y a des gens qui ne pourront pas rester dans leur maison dans les décennies qui viennent. Donc oui, ça pose ce genre de sujet et quand on voit le président de Tuvalu à la COP26 à Glasgow qui est en visio les pieds dans l'eau, qu'il a de l'eau jusqu'aux genoux parce que son île elle est en train d'être submergée, ça pose ces sujets-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on anticipe dès maintenant, il faut anticiper le fait que il va falloir conduire et assumer des politiques d'accueil, donc de construction de lieux d'hébergement. Ça passe par quoi cette anticipation? Va pas falloir juste penser lieu d'hébergement parce qu'on va pas mettre les gens dans des camps et dans du provisoire toute leur vie. Il va falloir penser des lieux de vie et d'habitation. Mais voilà, ce sujet il est global parce que c'est pas juste un sujet de climat, c'est aussi un sujet d'inégalité mondiale. Par exemple, et le fait que il y ait ces inégalités. Depuis le début de la crise Covid, donc en mars 2020, il y a un milliardaire toutes les 26 heures, un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, et les milliardaires ont augmenté leur fortune de 236 milliards. Rien qu'en France, l'équivalent d'un chèque de 3 500 € par Français, bébé compris. Donc ces inégalités, elles sont telles que tant qu'elles seront à ce niveau-là, on ne pourra pas empêcher les gens de vouloir un futur meilleur et de tout quitter en se disant que là-bas, ça sera mieux. Donc je pense que il faut se poser les questions d'une manière plus globale, mais c'est ce qu'on fait également chez les écologistes et pas que. Et il faut le faire surtout pas que pays par pays. Nous, chez les Verts, nous travaillons avec les Verts européens, avec les Verts mondiaux depuis des années. C'est comme ça qu'on s'est structuré. Et je pense que c'est très important, outre nos débats présidentiels, l'élection européenne, d'avoir cette vue aussi internationale et de travailler avec d'autres pays par famille politique aussi. Tu dirais que la gauche n'assume plus d'être de gauche sur les questions d'immigration, de migration. Tu disais toi-même, les écologistes, vous êtes peut-être les seuls dans la campagne présidentielle à assumer un discours d'accueil digne, de libre circulation. Il y a un problème à gauche sur la question migratoire?
pas que. Pas que à gauche et pas à gauche que sur la question migratoire. Moi, je fais partie des gens qui ont voté François Hollande en 2012 et qui étaient même à la Bastille pour fêter sa victoire. C'était un peu notre 81 à nous, ma génération. Et en fait, j'ai l'impression, comme dans une course de relais, ils ont laissé tomber le témoin sur plein de sujets. Sur le temps de travail, sur la déchéance de nationalité, j'ose même plus en reparler, sur la fiscalité juste. Je vais même pas refaire tous les sujets parce que ça va m'énerver. Mais du coup, les écologistes aujourd'hui sont l'avenir de la gauche pour moi, pas seuls, mais c'est autour de l'idée d'écologie politique qu'elle doit se reformer parce que nous ne laissons rien tomber sur tous ces combats historiques de la gauche, sur les promesses qu'elle a toujours portées, mais nous y ajoutons 40 ans de combats écologistes voilà, que nous avons toujours portés et qui répondent au changement climatique, à la biodiversité, à la santé environnementale, à l'épuisement des ressources naturelles. Et ensemble, en actualisant du coup ce logiciel de la gauche, mais en ne laissant rien tomber sur ce qu'elle-même a laissé tomber, je pense qu'on est les plus à même à répondre aux enjeux du XXIe siècle, justice climatique, justice sociale, justice environnementale, et c'est ça dont on a besoin quand même pour les décennies qui viennent. Accueil inconditionnel, régularisation de tous les sans-papiers aussi, vous le proposez? Oui, il y a sur les travailleurs sans papiers notamment, enfin il y a quand même une grande hypocrisie sur le sujet parce que les mêmes qui vous disent que c'est inadmissible, qu'il faut être très très dur, en général sont ceux aussi qui se font beaucoup de profit en exploitant ces personnes. Donc la grande hypocrisie concerne beaucoup de sujets. Et puis vous voyez, genre, je dis grande hypocrisie, ça me fait penser quand même au fait que dans toute cette campagne, on entend parler du grand remplacement, et que ça efface un peu le sujet grand réchauffement et grand changement climatique. C'est ce que Yannick Jadot disait aussi. C'est le jeu politique, hein. Chacun arrive à mettre le focus et le sujet du grand remplacement fait très très peur, donc ça marche bien, mais on peut le déconstruire quand même assez facilement. Le problème, c'est que pendant qu'on parle de tout ça, on oublie le vrai sujet qui nous menace tous, et là, pas que à Calais et pas que en France. Merci beaucoup Marine. Bon courage pour tout ce que vous faites.